Bonsoir, bienvenue à vous en direct. Votre émission pour aller plus loin ce soir avec de jeunes responsables politiques et associatifs. Comme tous les jeudis, ces paroles de jeunes sur les sujets qui rythment l'actualité. Nous évoquerons ce soir la campagne qui se tend à droite entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, le mur de Calais dont les travaux ont commencé, et puis l'école au centre de toutes les attentions sur ces sujets. Le débat tout à l'heure. Le fait religieux en entreprise progresse de manière significative. C'est la tendance confirmée par une étude et c'est le thème du match des idées qui opposera Gilbert Albergel, vice-président du comité Laïcité et République, à Sophie Gérardi, directrice du Centre d'études du fait religieux. Enfin, l'entretien, mon invité est un grand professeur à la renommée internationale. C'est à lui et à son équipe que l'on doit la première greffe totale du visage au monde. Laurent Lantieri nous parlera des réussites et des échecs de l'histoire des greffes du visage, ainsi que de la recherche et de la place de la France dans cette compétition mondiale. Voilà donc pour le programme, merci de nous suivre. On attend vos réactions avec notre hashtag OVPL. Et avant d'accueillir mes tout premiers invités, le tour d'horizon de l'actualité politique du jour. Éviter les déclarations à l'emporte-pièce et de jeter de l'huile sur le feu. C'est l'appel de Manuel Valls lors de la conférence des grandes villes. Le Premier ministre enjoint les élus à la sérénité face à la polémique sur la répartition à venir des migrants sur tout le territoire. Alors je compte pleinement, au-delà des débats, des différences sur l'engagement des villes. Et moi je souhaite que mon pays fasse la démonstration qu'il est capable d'accueillir 9 000. Je ne parle pas d'1 million, je ne parle pas de 100 000, je ne parle pas de 50 000, 9 000 réfugiés de Calais. Disqualifié dans la course à la primaire de droite, Hervé Mariton ne déposera pas de recours. Il refuse de perturber le processus électoral, conscient du risque de réveiller de vieilles blessures au sein de son camp. Je ne ferai pas de recours. Il pourrait y avoir des motifs, on peut discuter d'un certain nombre d'interprétations de la règle, mais je ne vais pas aller devant les tribunaux. Notre famille politique a beaucoup souffert de l'affaire Copé-Fillon. Je ne vais pas refaire Copé-Fillon. Je suis respectueux de l'unité de ma famille politique. Territoire. Les grandes villes à la recherche de ressources financières. Face à la baisse des dotations de l'État qui ont chuté de 11 milliards d'euros ces 3 dernières années, les maires réclament une plus grande autonomie fiscale pour compenser ces pertes et avertissent les candidats à la présidentielle. Si demain un autre gouvernement décidait une baisse supplémentaire encore plus forte, il est certain que beaucoup de nos projets que nos concitoyens attendent, ça serait véritablement une catastrophe. Bernard Cazeneuve. L'équipée de 2 policiers belges venus déposer 13 migrants du côté français de la frontière a entraîné un léger incident diplomatique. Aujourd'hui, Bernard Cazeneuve a convoqué l'ambassadeur belge pour réclamer des explications. Entendus par la police française, les 2 policiers ont expliqué les avoir pris en charge pour ne pas les laisser rejoindre de nuit la frontière à pied. Sécurité. Des peines allant de 6 mois de prison avec sursis à 14 mois ferme, le tribunal correctionnel de Grenoble a rendu ses réquisitions dans le procès des violences à Moirans, où la manifestation avait tourné à l'émeute quand l'année dernière, des dizaines de personnes issues de la communauté des gens du voyage avaient bloqué la gare de cette commune de l'Isère et incendié une trentaine de véhicules. Ils réclamaient la sortie temporaire d'un homme incarcéré pour qu'il puisse assister aux obsèques de son frère. Europe. Neelie Kroes dans le tourbillon du Bahamas Leaks. L'ancienne commissaire européenne à la concurrence est épinglée par l'enquête du Consortium international des journalistes d'investigation. Les documents publiés révèlent qu'elle a caché à la Commission des activités financières réalisées dans le paradis fiscal des Bahamas. Un comportement intolérable pour Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques. Et comme tous les jeudis, on va plus loin avec Parole de jeunes. C'est le débat avec et autour de jeunes responsables politiques ou associatifs. Nous allons passer en revue ce soir les thèmes qui ont rythmé l'actualité de la semaine. Au menu, 3 sujets. À droite, y a-t-il une hystérisation du débat par Nicolas Sarkozy? À Calais, tous les candidats défilent. Mais pour quelle solution pérenne? Enfin, l'école au cœur de la campagne et de toutes les attentions sur ces sujets. Nos invités ce soir, Sophia Barry, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes déléguée nationale des Jeunes Les Républicains
Républicains. Vous soutenez Jean-François Copé dans la course à la primaire. Avec vous ce soir, Benjamin Lucas, bonsoir. Bonsoir. Président des Jeunes Socialistes. On ne sait pas encore qui vous soutenez dans la primaire à gauche. Je suis impartial et neutre. Pour le moment, Aurélien Septon, bonsoir. Bonsoir. Président national des jeunes de l'UDI. Et avec vous, Gaëtan Dussaucé, bonsoir. Bonsoir. Directeur national du Front national de la jeunesse. Et d'abord, début de campagne sur les chapeaux de roue pour Nicolas Sarkozy. L'ancien président est sur tous les fronts et semble imposer son propre tempo à ses adversaires à droite, mais aussi à gauche. Julie Hulin. 25 août 2016, premier meeting de Nicolas Sarkozy dans les Bouches-du-Rhône. Dans une ambiance survoltée, le candidat surfe sur l'actualité autour du Burkini. La République doit être ferme. Je demande une loi d'interdiction sur tout le territoire de la République. Déterminé, Nicolas Sarkozy a choisi la démonstration de force, son exercice préféré. Je ne serai pas le candidat de l'eau tiède des demi-solutions. Mais plutôt le candidat qui crée le débat et surtout la polémique. Dès que vous devenez français, vos ancêtres sont gaulois. De la droite à la gauche, en passant par les historiens, avec quelques mots seulement, Nicolas Sarkozy envahit l'espace public. Une tactique qui exaspère ses adversaires. Nullité du débat politique. Et si l'on parlait d'avenir, tweet Juppé. Seulement ce matin, c'est une nouvelle petite phrase qui occupe l'espace médiatique. Ici, c'est la France, c'est pas le Gabon. Si vous voulez retourner au Gabon, allez-y. Des mots prononcés hier soir par Nicolas Sarkozy face à des étudiants gabonais qui ont perturbé son meeting. Ce sont des mots qui sont censés nourrir une stratégie assez cynique de dérive identitaire pour essayer, un peu comme le fait Trump d'ailleurs aux États-Unis ou comme l'a fait Boris Johnson en Angleterre, de rallier une partie de notre population qui est aujourd'hui exaspérée et qui souffre. Nicolas Sarkozy comparé à Donald Trump. Une droitisation en forme de provocation qui pourrait bien offrir à François Hollande l'espoir d'une candidature pour l'instant si peu désirée. Voilà, et c'est notre premier thème ce soir. Quelle stratégie à droite dans la course en vue de la primaire? La campagne et les mots de Nicolas Sarkozy sont au centre de toutes les attentions et des polémiques aussi. Sophia Barry, vous qui soutenez Jean-François Copé, donc évidemment vous intéressez à cette primaire. Est-ce que vous jugez que c'est normal et que c'est le jeu de la primaire, de cette compétition interne qui exacerbe les polémiques et donc les petites phrases? Je crois qu'effectivement, dans le cadre de débat de cette primaire, chacun des candidats essaie de se singulariser. Tous sont sur des questions relatives à l'identité. Ils l'abordent de manière récurrente, d'une part parce que ce sont des sujets qui préoccupent les Français, mais sur lesquels il faut apporter de vraies solutions. Je dis le débat, il n'est pas sur l'utilisation des mots qui peuvent être parfois mal interprétés ou un peu maladroits de la part de certains candidats. L'idée, c'est de dire que la structuration de l'identité, elle doit être revue pour que tous les jeunes Français puissent se sentir appartenir à la communauté nationale, qu'ils adhèrent aux valeurs républicaines et surtout qu'ils respectent le mode de vie français. Donc pour vous, sur le fond, ce sont des vrais sujets. Benjamin Lucas, vous entendez ? Non, mais moi je pense que c'est pas une primaire à laquelle on assiste d'abord parce qu'il y a au moins 3 candidats qui, dans une démocratie normale, ne devraient même pas être amenés à se présenter devant les suffrages compte tenu de leur démêlés avec la justice. Vous savez ce que c'est la présomption d'innocence? Oui, je sais ce que c'est, mais je sais aussi ce que c'est l'exemplarité dans la vie politique. Et quand on a été condamné, au moins sanctionné par le Conseil constitutionnel pour ses comptes de campagne, le dirigeant du parti, le candidat, ont la décence de se retirer. Mais c'est pas ça. C'est au-delà de ça. C'est pas une primaire parce que c'est une espèce de surenchère permanente à courir après le Front National, qui d'ailleurs n'a pas besoin de s'exprimer puisque la droite le fait à sa place, à travers la traque aussi aux pauvres, parce qu'il n'y a pas que les sujets d'identité qui sont développés avec beaucoup de fantasmes et d'irréalisme. Il y a aussi des sujets sociaux, puisque la droite, elle promet 350 000, 500 000 postes de fonctionnaires supprimés, parce qu'elle fait la traque aux pauvres et aux allocataires du RSA, par exemple. Par exemple, sur les ancêtres gaulois, en quoi elle vous choque? Parce que si on la prend honnêtement et de manière objective dans le corps de la phrase, le fait de faire référence au roman national, ce n'est pas tabou, c'est une réalité dans notre pays. On voit dans quel contexte ça s'inscrit. En fait, Nicolas Sarkozy choisit d'insulter des milliers de citoyens. D'ailleurs, la ministre de l'Éducation nationale, on parlera tout à l'heure de l'éducation, il a très bien répondu. Enfin, l'identité de la France est quand même un peu plus complexe qu'Astérix et Obélix. Donc je pense que pour quelqu'un qui a été un président de la République, il devrait faire preuve d'un peu plus de modération et d'intelligence. Vous nous direz pour vous, c'est quoi l'identité? Parce qu'on ne l'a pas beaucoup entendu également développé à gauche. L'identité dans la République, c'est ce qu'on construit ensemble. Et notamment, c'est la question sociale qui est constitutive de l'identité de la République. J'ai écouté attentivement le reportage que vous nous avez montré. J'ai retenu 3 choses. Vous êtes revenu sur l'affaire du Burkini, hier sur les Gaulois, aujourd'hui sur on est en France, on n'est pas au Gabon. Tout ça n'a pas de sens et a peu d'intérêt. Pourquoi ça a peu d'intérêt? Parce que, évidemment, qu'on ne vient pas tous des Gaulois. Il s'agit d'un roman national, vous l'avez expliqué. On ne va pas se justifier de savoir quelles sont nos origines. Le Burkini, c'est une affaire qui a duré 2 semaines, mais qui n'avait pas de sens, qui avait juste l'intérêt de politiser certains sujets, mais non pas de rassembler les Français.
et aujourd'hui le Gabon. La stratégie, elle est claire, c'est que Nicolas Sarkozy veut droitiser la primaire. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de gagner la primaire. D'ailleurs, il est à droite. Hein. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression qu'il ait envie de devenir président de la République et rassembler les Français. J'ai l'impression qu'il a juste envie de gagner à droite. C'est ça le problème de la primaire et c'est ça le problème de Nicolas Sarkozy. Et je pense non, pas du que tout, pas l'extrême droite. ça le disqualifie complètement pour devenir président de la République. Parce que quand on ne rassemble pas les Français, attendez, on ne peut pas disqualifier quelqu'un sur ces mots quand même, hein, je crois. Sur une attitude. Sophia Barry, qu'est-ce que vous en pensez de ces... Non, mais, enfin, la justice là-dessus a considéré que Nicolas Sarkozy n'était pas coupable. J'ai pas parlé de justice, j'ai parlé de ces mots, ces trois. Je vous dis juste Gaulois, que les mots ont clairement un sens, une portée. Il a exprimé le fait que la question de l'identité était une question qui préoccupait les Français. Il a le droit de l'aborder. Je veux dire par là que... Non, mais quand on est un président de la République, on ne stigmatise pas dans un meeting des millions de compatriotes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, les Gaulois. C'est ridicule. Je ne veux pas te parler qui a-t-il stigmatisé. Il a juste expliqué que l'histoire de la France était constitutive de la construction de l'identité. C'est tout ce qu'il a souligné par là. Le terme est peut-être maladroit. Je ne l'aurais pour ma part pas utilisé. Néanmoins, il n'y a aucune proposition concrète, ni de votre part, ni de votre côté d'ailleurs, pour faire en sorte que les citoyens, dans leur intégralité, se sentent appartenir aux valeurs de la par République. exemple, qu'on lutte contre les discriminations, qu'on lutte contre les contrôles aux faciès, qu'on fasse en sorte que l'école, et on en parlera tout à l'heure, soit un véritable moteur d'égalité. Je sais pas pourquoi n'avez-vous pas réintroduit les symboles républicains dans l'école. Attendez, s'il vous plaît. Les quoi, pardon ? J'imagine que pour vous, ces thèmes-là, de manière générale, parfois qu'on appelle de manière générique les thèmes identitaires, vous les abordez, ils doivent être au cœur de la campagne. Sur ce point-là, vous rejoignez Nicolas Sarkozy. Non, je ne rejoindrai jamais Nicolas Sarkozy sur aucun de ses propos. Maintenant que la question de l'identité soit un sujet central, préoccupant pour la plupart de nos compatriotes. C'est ce qu'il dit, donc vous le rejoignez. Cela, c'est une évidence. Je veux dire, tout le monde peut s'en rendre compte aujourd'hui. Maintenant, Nicolas Sarkozy, il est bien gentil, mais il a un bilan. Nicolas Sarkozy, c'est celui qui a fait de l'immigration massive en France, avec 1 million d'étrangers supplémentaires sur notre sol. C'est celui qui a laissé se développer le fondamentalisme islamiste. Tu ne vas pas commencer à me couper la parole tout de suite, sinon on n'arrivera jamais à secondes déjà les étrangers qui en font la figure. C'est quand même... Donc tout ça pour dire qu'il a fait rentrer 1 million d'étrangers sur notre sol. Il a passé les accords du Touquet qu'hier il allait dénoncer à Calais. C'est quand même toute l'hypocrisie de la chose. Il a laissé se développer le fondamentalisme islamiste sur notre sol. François Hollande, hein, sinon. Non mais d'accord, mais je veux dire, Nicolas Sarkozy a mis tout ça en place. Et François Hollande n'a fait que de poursuivre finalement la politique mise en place par Nicolas Sarkozy. Donc il y a un moment donné qu'il fasse un véritable bilan de son bilan politique, qu'il en tire les conclusions, il se retire de la vie politique, ça fera du bien à tout le monde. Et c'était tout à l'heure, chez nos confrères de BFM, Nicolas Sarkozy a répondu aux propos acerbes d'Alain Juppé qui dénonçait, en visant l'ancien président, la nullité des débats en cours. On l'écoute. Je ne polémiquerai pas, ni avec Juppé, ni avec qui que ce soit. Dire les autres sont nuls, c'est classique, c'est ce que dit... c'est ce que dit tout le monde. Et ça ne fait pas avancer le débat. Je suis certain qu'Alain, avec les grandes qualités qui sont les siennes, va nous redresser ça à lui tout seul. Je lui fais confiance. S'il pense que c'est pas bien, surtout qu'il ne se gêne pas pour relever le débat. Sophia Barry, est-ce que vous craignez que cette primaire, et c'est un petit peu aussi le principe, se transforme en compétition vraiment féroce et qu'elle ravive les cicatrices qui sont assez importantes à droite ? Non, je crois que cette primaire, elle a d'abord lieu parce qu'au sein de notre famille politique, nous n'avons pas de leader incontesté, et nous n'avons pas de ligne idéologique qui rassemble l'intégralité des adhérents et des militants. Donc cette primaire, ce sera l'occasion d'avoir un vrai débat démocratique pour choisir quel sera le candidat qui sera le plus à même de présenter un projet et de redresser notre pays. Par ailleurs, je crois que les conditions ont permis à un certain nombre de candidats de défendre leur projet. On a des sensibilités sur différents sujets qui vont pouvoir enrichir le débat et j'invite évidemment tous les Français à y participer. Vous avez entendu Benjamin Lucas et vous tous, Sophia Barry dit qu'il n'y a pas de leader, il y a une primaire parce qu'il n'y a pas de leader incontesté. C'est le cas à gauche également, y compris pour le président de la République. Mais oui, mais en même temps, on est sur un quinquennat qui a été particulier du point de vue et des symboles et de la politique menée. C'est-à-dire que François Hollande, certains choix, non seulement a mené effectivement parfois, on en parlera sur l'éducation, la politique qui était annoncée dans la campagne présidentielle, mais il y a des sujets qui ont fait débat entre nous. Le travail du dimanche, la déchéance de nationalité, la loi travail. C'est-à-dire tout ce qui était inspiré de ce que pouvait proposer la droite et Nicolas Sarkozy sous le précédent quinquennat. Donc c'est normal qu'on ait un temps démocratique, mais aux États-Unis aussi, il y a des primaires partout. Enfin, je pense que c'est aussi la preuve de modernité en politique. Oui, parce que là-bas, on hérite de père en fille du parti, et puis il y a un chef incontesté. Mais c'est une vraie question, Gaëtan Dussé. Quand vous voyez l'émulation, l'intérêt qui va aller sans doute grandissant, des Français, si. Quand il y a eu en 2011, on rappelle le nombre de votants, quand même, ce n'est pas anodin. On verra là cette année. Mais qu'est-ce que vous pensez ? C'est quand même un objet, un concept qui vous intéresse, qui vous intrigue, les primaires ? Si vous voulez, ces primaires, je crois que c'est vraiment...
la fin de la politique noble. C'est-à-dire qu'on est incapable d'avoir un chef incontesté, justement. Depuis la ce n'est pas Révolution le cas au française, sein la du Front noblesse, on a un peu National. oublié. Ça correspond à une évolution et on s'adapte à la modernité. Je parle de l'honneur, à la manière de faire de la politique absolument de manière assez, honorable. Non, je crois tout simplement que les primaires n'apportent absolument rien au débat. C'est-à-dire qu'on a des partis politiques qui sont censés être des outils qui permettent à des personnes ensuite d'accéder aux responsabilités suite au suffrage universel. Et finalement, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que on joue sur la petite phrase, on tire sur son voisin, mais finalement on le nommera Premier ministre. C'est arrivé parfois au Front National quand même, soyons honnêtes. Il faut arrêter de mentir en fait aux Français directement par le biais de ces primaires. Je crois que en plus de cela, ça veut dire que d'ici novembre et jusqu'à janvier-février avec la primaire de gauche, quand est-ce qu'on va parler des sujets de fond? En tout cas, quand est-ce qu'on va parler de l'emploi, de l'insécurité, de Aurélien l'islamisme? Septon. Jamais. Je suis pas d'accord avec Gaëtan, mais c'est souvent le cas. Je trouve que les primaires ont ça d'intéressant, qu'elles permettent aux citoyens de s'exprimer, de choisir en amont leur candidat. Et quand est-ce qu'ils s'expriment dans la sur- primaire de sur la le- droite et du centre, par Ils exemple? vont voter, c'est la meilleure des Ils sont tous expressions. invités à Gaëtan. voter, ils peuvent tous aller sur les Donc, projets de fond, de sur ce les point de sujets. vue-là, c'est quand même un outil très intéressant qu'on retrouve dans des démocraties modernes. Nous, vous le savez, à l'UDI, on a fait le choix, en mars, les militants ont choisi de ne pas participer en tant que tel aux primaires de la droite et de la droite. J'ai cru entendre autre chose de la part de Jean-Christophe Lagarde. J'y viens, Sonia. Allez-y. Mais force est de constater que celui qui sortira des primaires, qui sera le champion de la droite républicaine, de l'opposition républicaine, sera le mieux placé pour assurer l'alternance. L'alternance au PS et évidemment empêcher le Front National d'arriver au pouvoir. Dans ce cadre-là, les centristes doivent participer, influencer sur le résultat de la primaire, parce que nous ne voulons pas d'un candidat qui ne saurait pas rassembler les Français. Pour l'instant, je le dis clairement, je l'ai dit tout à l'heure. Personnellement, quel est votre candidat capable justement de fédérer et de rassembler? Je vais vous dire qu'il ne l'est pas. Ah, bah dis donc, allez-y, on va jouer au jeu et au bout de 7 non, sinon on saura. Quelqu'un qui clive pour gagner une primaire, quelqu'un qui revient sur la question de l'identité française, c'est-à-dire qui n'assume pas que la France est un projet, quelqu'un qui revient, on n'en a pas parlé, donc vous êtes pour l'identité heureuse, par exemple, qui revient sur l'impact de l'homme sur l'environnement. Ça, c'est très grave. Pour moi, celui-là est disqualifié pour rassembler les Français et pour être président de la République. Ensuite, va venir le temps bientôt, je vous assure, où on pourra se prononcer sur la personne qui, pour nous, est la plus à même de rassembler l'ensemble des Français. Et ça peut aller, évidemment, du centre-gauche au centre-droit. Et c'est un vrai projet pour la France qu'il faut. C'est un peu une réponse vraiment de... C'est une réponse, vous savez, c'est une réponse d'équilibre et la France a besoin d'équilibre. Alors, on va passer à un sujet de fond qui est important et majeur, celui de Calais. Une réaction, celle de Stéphane Bobin, qui est un internaute fidèle et qui vous dit « Le discours partisan et formaté n'attend donc pas le nombre des années ». Et là, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez cette impression-là, parfois? C'est également le principe de Parole de Jeunes, c'est de vous donner la parole pour entendre des nouvelles voix. Est-ce que vous avez l'impression déjà de ressembler à vos aînés, tout simplement, Sophia Barry? Non, je crois qu'effectivement, on ressemble quelque part à nos aînés. Non, une insulte, on ressemble quelque part à nos aînés parce que c'est à leur côté aussi qu'on a évolué. Ce sont des personnes qui sont expérimentées, qui ont un parcours. Et donc forcément, nous sommes influencés par les personnes auprès desquelles nous sommes engagés. Je crois avoir toujours fait preuve sur votre plateau d'une grande liberté vis-à-vis de mes camarades socialistes, donc je ne pense pas être formaté par un discours partisan. Je ne suis pas ici le porte-parole d'un candidat à la présidentielle. Voilà, je pense toujours avoir assumé l'autonomie des jeunes socialistes dans la gauche. On me l'a d'ailleurs suffisamment reproché à la sortie de vos plateaux. Il est vrai. Gaëtan Dussaucé? Que l'on soit partisan, c'est une évidence. Moi, je suis partisan. Que vous soyez formaté, alors. Formaté. Je vous rassure, je suis entièrement libre, je pense ce que je veux, je dis ce que je veux aussi, je tweete ce que je veux, etc. Donc il n'y a absolument aucun problème. Moi, je soutiens une candidate à l'élection présidentielle. Il est nommé. Pas élu. Oui, mais vous faites des élections où il n'y a qu'un seul candidat, alors merci. C'est pour ça que la démocratie... très simple. Non, il y avait 2 motions des jeunes socialistes. Tout va bien. Voilà pour cette précision. On va aller sur le sujet de fond. Calais qui n'en finit pas d'empoisonner le débat politique. Nicolas Sarkozy y était hier. François Hollande s'y rendra la semaine prochaine. En attendant, des milliers de migrants continuent de s'entasser dans des camps de fortune. Et pour Gérard Larcher, le président du Sénat, il est temps de démanteler la jungle de Calais. On l'écoute, c'était ce matin sur notre antenne. Il faut démanteler Calais. En même temps, il faut concerter les élus. Ça ne se passe pas sans les élus. Je vis cette expérience, pas moi, mais le maire du canton de Rambouillet, un des maires, le vit depuis plusieurs mois. Et quand ça se fait en concertation avec les élus, les choses peuvent se passer
d'une manière qui soit convenable. Il faut en même temps contrôler les frontières. Et puis, dans le cas de Calais, il faut absolument renégocier avec les Britanniques. Alors, avant toutes ces propositions, je voudrais vous faire réagir, Aurélien Septon, au mur controversé à Calais. C'est un mur dont la construction a donc débuté pour protéger le port. Certains parlent du mur de la honte. Il fait 1 km sur 4 mètres de haut. Il doit empêcher théoriquement les migrants de la jungle d'avoir accès aux camions de marchandises. Un mur aujourd'hui en France, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un symbole fort et je pense que c'est un très mauvais symbole. Il faut se mettre aussi à la place des Calaisiens. C'est une situation qui est très difficile pour eux, qui est très dangereuse, notamment pour ces réfugiés, mais pour les habitants. Sur la question du démantèlement de la jungle, j'aimerais qu'on reparte de la base et de ce qu'il y a d'humain derrière ça. Parce que souvent on parle des 10 000 comme si c'était des envahisseurs, des voyous, des voleurs. Ces 10 000 personnes, ce sont des hommes, des femmes, des enfants. Il y a 1 an, on était tous en train de pleurer devant la photo, vous savez, du petit Elan. Pas tout le monde, malheureusement. Face contre terre, et on disait plus jamais ça. Et maintenant qu'il y a ces 10 000 personnes qui sont, pour 80%, des demandeurs d'asile. C'est-à-dire des gens qui sont persécutés chez eux. D'où tenez-vous ce chiffre, 90%? Parce que Non, justement, 80%. Ou 80%. Il semblerait, ouais. c'est les chiffres qu'on m'a donnés, je crois qu'ils sont exacts. Mais les chiffres, ça peut toujours se débattre. Pour vous, c'est une majorité de personnes qui ont droit je ne suis pas spécialiste, il semblerait, dans ce cadre-là, pardon de le dire, mais c'est l'honneur de la France que de les accueillir. J'entendais Laurent Wauquiez qui nous expliquait, qui explique que sa région aiderait les maires à refuser des réfugiés. 10 000 personnes sur la région Rhône-Alpes qui s'est étendue sur 8 millions d'habitants. 10 000 personnes sur 36 000 communes. Est-ce qu'on croit vraiment que ça va impacter le modèle français? Est-ce qu'on croit vraiment que ça va être nuisible pour la France? Je ne crois pas. C'est l'honneur de la France. Alors, on va s'arrêter sur ce que vous avez dit, c'est très important. Sophia Barry, je voudrais vous faire réagir. Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie à dire qu'il faut démanteler Calais, qu'il faut soulager cette région et les habitants? Et donc, forcément, il faut répartir ces migrants, mais les présidents de régions de droite ne veulent pas les accueillir dans leur région. Comment on fait dans ce cas-là? Quelle est la solution, du moins à court terme? Déjà, il faut quand même rappeler que la responsabilité de l'État n'a pas été assumée et que la situation est devenue dramatique parce qu'on n'a pas pris les décisions et les mesures qui s'imposaient. Je rappelle qu'à l'époque, quand même, en 2012, 900 migrants à Calais. Aujourd'hui, entre 9 000 et 12 000. Donc effectivement, la situation internationale, c'est un peu compliqué. La situation internationale, c'est certes peut-être compliqué, mais on aurait pu anticiper ce problème. Après, effectivement, il y a un afflux de migrants qui ne sera pas stoppé à nos frontières tant qu'il n'y aura pas une stabilité politique dans ces pays-là. Mais il faut impérativement renégocier les accords du Touquet. C'est à présent au Royaume-Uni d'assumer le contrôle de leurs frontières. Parce que ces migrants souhaitent aller au Royaume-Uni en réalité. Ils ne veulent pas rester. Tout à fait. Les accords du Touquet, on le rappelle, ce sont ces accords qui fixent la frontière entre nos 2 pays. Mais sur notre côte, tout le monde dit qu'il faut les détricoter, Benjamin Lucas, et tout le monde se tourne vers ce gouvernement en disant pourquoi est-ce qu'on est passif par rapport justement à la Grande-Bretagne? Plusieurs choses d'abord sur ce qui a été dit. Moi, je pense qu'on devrait tous arrêter de parler de jungle, parce qu'une jungle, ça fait référence à des animaux. Là, on parle de femmes, d'hommes et d'enfants qui sont les premières victimes. Qu'on abandonne à des bidonvilles, quand même. Qui sont les premières victimes de la situation. Est-ce que si vous changez le mot, vous changez la situation? La France n'a pas vocation à accueillir tout le monde. C'est important déjà que dans le débat politique, on arrête de désigner des gens comme étant semblables à des animaux. Qu'on arrête pour des petites récupération politique, comme l'a fait le maire d'Hénin-Beaumont, Steve Briouat, de porter atteinte à la dignité, à l'honneur de ces personnes. Il y a une pétition qui a été lancée par lui qui s'appelle Ma commune sans migrants. Nous avons lancé Ma commune sans racistes et moi je suis extrêmement heureux. Merci pour l'insulte, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. C'est pas une insulte, c'est une qualification. Non, c'est une insulte, c'est diffamatoire. D'avoir vu aujourd'hui, j'étais dans le Var cet après-midi, des dizaines, des centaines de lycéens qui signent cette pétition parce que eux, ils ont pleinement conscience que la France est une terre d'accueil. Pour refuser cette espèce de discours sordide d'un certain nombre d'élus d'extrême droite et de droite qui disent on veut pas de migrants chez nous, qui exploitent le fond raciste qui peut exister dans la société, qui exploitent les peurs. Enfin, aujourd'hui, nous sommes un pays qui accueille beaucoup moins que l'Allemagne, qui accueille beaucoup moins. Vous avez un chiffre, Benjamin Lucas? Ce sont de bons mots. Si vous aviez un chiffre, quel accueil faudrait-il, selon vous, honorable, à la hauteur de notre pays? Moi, je considère que ça ne se quantifie pas. Moi, je n'adhère pas. Nous sommes un pays de 66 millions.
millions d'habitants. Nous sommes un pays de... Moi, je veux pas qu'on dise, vous savez la phrase célèbre, la France peut accueillir toute la misère du monde, doit en prendre sa juste part. Je sais pas ce que c'est que la juste part de la misère du monde. Rappelez-nous qui l'a dit. Michel Rocard, mais j'ai le droit de pas être d'accord avec Michel Rocard. Vous voyez, on parlait de liberté, de non-formatage. Mais je pense qu'il n'y a pas de juste part de la misère du monde. Car oui, il y a une question à régler au niveau européen pour que les réfugiés, pour que les migrants puissent être accueillis, mais qu'aujourd'hui, on n'est pas dans cette espèce de délire du grand remplacement, etc. Enfin, il y a 66 millions de Français. Et donc, accueillir 20, 30, 40, 50, et même 100, 150 000, 200 000 migrants, c'est à la portée Les Calaisiens ne sont pas dans le délire du grand remplacement. Vous comprenez. D'ailleurs, excusez-moi, mais à Calais, il y a d'ailleurs beaucoup d'associations qui aident les migrants. Et moi qui viens de cette région, je crois qu'il ne faut pas donner la parole forcément aux élus d'extrême droite, d'Hénin-Beaumont ou d'ailleurs, qui utilisent la situation à Calais. Oui, bien sûr. Qui utilisent la situation à Calais pour discriminer, pour stigmatiser, pour jouer des peurs de façon électoraliste, mais qu'il faut aussi donner la parole aux associations qui aident les migrants au quotidien. La réponse, Gaëtan Dussocé. Juste une question, Benjamin, excusez-moi, peut-être qu'elle va vous paraître assez... Mais est-ce que vous accueillerez des migrants chez vous, par exemple? Ben oui, mais enfin, je veux dire une chose... Chez vous, il faut agir, il faut prendre des décisions. Moi, je suis chambre d'étudiants à Paris, donc je m'excuse, mais... Et alors Attendez, mieux que dans leur temps. Encore une fois, c'est comme... Attendez. Attendez. Mais eux, leur argument, c'est de dire, occupez-vous des SDF plutôt que des migrants. T'accueilles des SDF chez toi? Bon, je veux dire une chose. Moi, je vous parle... Moi, je suis allé au contact des SDF pour distribuer de la nourriture, de la couverture, etc. On va pas faire un concours de plus charitable ici. Votre question relève quelque chose de très juste parce que c'est un argument, je ne dis pas que vous l'employez dans ces fins-là, mais qui est souvent utilisé par l'extrême droite pour dire la générosité, c'est les autres qui la veulent mais qui n'assument pas. Mais moi, je crois en l'État. Je crois en l'État comme puissance de régulation. Je crois en l'État comme puissance d'intervention. Et je crois qu'on doit être capable. Anne Hidalgo le fait à Paris. Elle ouvre des centres d'accueil pour migrants, Anne Hidalgo. Si c'est possible de le faire à Paris, c'est possible de le faire dans beaucoup de communes. D'abord, Gaëtan Dussocé. Bon, j'ai entendu énormément de choses, énormément d'insultes aussi, notamment. En effet, les jeunes socialistes, à l'initiative de leur président Benjamin Lucas, ont lancé une pétition qui s'appelle « Ma commune sans raciste ». Je trouve ça extrêmement scandaleux. On a même mis des photos. Française. Non, je considère ça extrêmement scandaleux. Parce que par le biais de cette pétition, les jeunes socialistes, qui sont censés être quand même le mouvement jeune de la majorité présidentielle et gouvernementale, insultent des millions de Français. Ce sont des millions de Français qu'ils insultent. Non seulement les plus de 6 millions de Français qui ont voté pour les candidats du Front National, mais aussi les 59% de Français qui sont opposés à l'accueil des migrants. On a le droit d'être en désaccord. On a le droit d'être en désaccord. Il n'y a pas de problème. On peut en débattre, etc. Mais on n'insulte pas son adversaire parce qu'on est des politiques et on fait ça dans la dignité. Vous n'êtes pas capable de le faire, c'est pas grave, vous serez dégagé en 2017. Ça s'appelle Ma commune sans migrants, c'est digne. Cette vision de la société. Ça ne fait que de répondre. Oui, raciste, il faut le dire d'ailleurs. Il faut mettre des mots sur la chose. Tu peux pas accuser ton adversaire de raciste pour essayer d'avoir raison. Je sais bien que tu n'as pas d'argument et que tu n'arrives pas à argumenter autour de ce projet-là, mais les Français majoritairement ne veulent pas de migrants. La seule place de ces clandestins, c'est dans les trains pour les ramener chez eux, tout simplement, dans les car shares. C'est comme ça, les clandestins sont comme ça. Pardon, va au bout de la logique. Non, qu'il aille au bout de la logique. Qu'est-ce que tu insinues? Tu veux qu'on finisse devant les tribunaux, Benjamin? C'est ça qui t'intéresse? Incroyable. Vous poursuivrez partout ce que vous poursuivez. C'est un plateau où on parle d'un sujet de fond, c'est pas un règlement de compte. Là, on parle d'un drame humanitaire. Il y a des réponses. S'il vous plaît, il faut le dire, il y a des réponses, mais il faut arrêter avec la caricature et les insultes des socialistes. Vous qui êtes un fervent défenseur de l'Europe, ce drame, il est en train de faire exploser l'Union européenne. Évidemment que ce n'est pas la seule responsabilité de la France, rappelons-le quand même. Bien sûr, parce qu'il y a un manque de volonté politique en Europe, parce que les États ne sont pas assez resserrés pour prendre des décisions lourdes, parce que c'est une décision lourde de répartir tous ces migrants qui, encore une fois, fuient nos ennemis communs. Ils ont les mêmes ennemis que nous. C'est-à-dire que ceux que nous combattons sont les mêmes qui les chassent de leur pays, qui leur promettent une mort certaine. Quand j'entends Gaëtan parler de ça avec une certaine légèreté, pardon, parce qu'on parle d'un drame, et j'ai l'impression quand tu parles de clandestins, que vraiment on parle de chiffres, mais encore une fois on parle d'hommes, de femmes, d'enfants. Je ne sais pas si tu as des amis, on a des milliards dans le monde, Aurélien. C'est très beau de jouer sur la... Est-ce que tu as un enfant? Ça va. Moi je suis père, je vais te dire. Si un jour ma femme et mon fils étaient en danger, si un jour dans mon propre pays, c'est beau. Si un jour dans mon pleurer, mais ça nous avance pas. On me promettait une mort certaine pour ma famille, je serais le premier à prendre ma femme, mon fils par la main, de franchir les frontières, de prendre un bateau et aller quelque part. Aurélien, est-ce que tu sais combien il y a d'humains dans le monde? Je te le souhaite pas. Tu feras la même chose. Aurélien, et l'honneur de la France, c'est d'accueillir ces gens-là. Aurélien, réponds à ma question. Est-ce que tu sais combien il y a d'hommes et de femmes qui sont dans un pays en guerre aujourd'hui dans le monde? Non mais écoute. Non, est-ce que tu es au courant? 600 millions, 10 fois la population française.
Tu veux les accueillir? Très bien. Mais déjà, il faudrait pousser les murs de la France. Il n'y a pas 600 millions de personnes qui vont débarquer en France du C'est un lendemain. sujet Il faut qui est arrêter. complexe. Malheureusement. Et c'est une Europe qui est déboussolée. Je voudrais vous faire réagir parce que c'est quand même un sujet important, Sophia Barry. L'Europe, dans cette situation, qui voit les scandales s'accumuler. Votre réaction sur le Bahama Leaks et l'ancienne commissaire européenne à la concurrence, Neelie Kroes, qui a donc été membre du conseil de direction, on l'a appris, d'une société offshore aux Bahamas jusqu'en 2009, alors qu'elle était en poste, je le précise, à la Commission européenne entre 2004 et 2014. Est-ce que ce n'est pas là le carburant, j'allais dire au Front National, plus largement à tous les partis anti-migrants, populistes en Europe? Non, mais je crois que si les responsables politiques, à un moment donné, tenaient leurs engagements, obtenaient des résultats et prenaient les décisions qui s'imposent, le sentiment de défiance que ressentent un bon nombre de Français, il ne serait pas si important. Le problème est bien que les Français, dans leur grande majorité, se sentent trahis. Et principalement les électeurs de François Hollande, ça ne vous aura pas échappé. Donc la question essentielle, c'est aujourd'hui qu'est-ce qu'on propose pour reprendre la maîtrise de notre frontière, faire en sorte que les migrants, on les accueille dans de bonnes conditions, mais effectivement, on ne peut pas tous les accueillir. Je comprends qu'il y a des difficultés, qu'il y a des situations extrêmement complexes, mais quand dans un pays, on a 10% de chômage, on n'a quasiment pas de croissance et qu'on a un système d'assimilation qui est à bout de souffle, on ne peut pas accueillir l'intégralité des migrants. On doit effectivement y participer, mais de manière mesurée, équilibrée, et ça, je pense en revanche que ça doit être chiffré et expliqué de manière très précise. En tous les cas, on a entendu les différentes nuances sur ce sujet. Autre sujet majeur et qui est vraiment qui entre et qui prend beaucoup d'importance dans la campagne, c'est l'école. Najat Vallaud-Belkacem entre elle aussi en campagne d'ailleurs, et c'est avec une proposition qui fait couler beaucoup d'encre que la ministre de l'Éducation entend poser dans le débat de la présidentielle, rendre l'école obligatoire jusqu'à 18 ans. Elle s'en expliquait hier sur France 2, on l'écoute. Un jeune qui décroche de l'école à partir de 16 ans, finalement, rien n'oblige les pouvoirs publics à venir le réinciter à investir dans sa scolarité. Et c'est comme ça qu'on perd les élèves. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait que les pouvoirs publics aient une obligation de s'occuper de ces élèves-là. Scolarité obligatoire de 3 à 18 ans. Benjamin Lucas, avant d'aller sur le fond de cette mesure, il y a de quoi s'étonner quand même. Ça se prépare, ce genre d'annonce. Ça demande concertation, réunion. Elle sort du chapeau comme ça. Avouez, vous avez été surpris vous-même. Non, parce que je connais bien Najat Vallaud-Belkacem, j'ai une grande admiration. Mais vous connaissez-vous le projet? Il faut bien qu'à un moment donné, on mette le sujet sur la table. Et moi, je crois qu'il y a, pour le coup, justement, on va avoir dans cette présidentielle un vrai débat. C'est qu'il y a une vraie différence idéologique. Vous savez, moi, j'ai souvent critiqué ce gouvernement sur ce plateau. J'ai souvent eu des désaccords. S'il y a une question sur laquelle je pense que nous avons fait un excellent travail, c'est la question de l'éducation nationale. Parce que nous considérons qu'il faut combattre les inégalités, la reproduction sociale, notamment à travers le prisme de l'école. Et donc, commencer à traiter cela tôt et continuer à poursuivre ce travail-là tout au long de la scolarité, c'est essentiel. Et parce qu'il y a une vision, on voit bien dans les projets de la droite et de l'extrême droite aujourd'hui, je voyais Marine Le Pen vouloir remettre en cause le collège unique aujourd'hui. Nous, on veut combattre les inégalités. Expliquez-moi, parce que Najat Vallaud-Belkacem dit que c'est une ambition pour plusieurs années. Donc à partir de maintenant, vous lancez ce projet, éventuellement pour ou un autre quinquennat ou bien plus tard, sans concertation déjà, ni avec les syndicats, ni avec les principaux concernés? Mais d'abord, il y aura une concertation, il y aura des discussions, mais on entre dans une période électorale. Et donc, il est normal que des responsables politiques de premier plan, comme la ministre de l'Éducation nationale, qui est une personnalité importante dans la famille socialiste et dans la gauche, fassent des propositions. On ne peut pas reprocher sans cesse aux responsables politiques de ne pas proposer, de ne pas innover, de ne pas inventer, puis quand il faut une proposition, de dire qu'ils ne l'ont pas assez préparée. Moi, je pense que c'est préparé et qu'elle connaît assez son sujet, la ministre de l'Éducation nationale. Est-ce que c'est votre avis, Aurélien Septon? Non, mais quand vous parlez d'impréparation, la ministre de l'Éducation nationale qui envoie un tweet pour dire « je vais passer l'âge légal de 3 à 18 ans », c'est quand même dingue. C'est quand même dingue. On a succédé les réformes, les temps périscolaires, la réforme du collège, sans une concertation, une pseudo-concertation, où ça a mis tous les profs dans la rue, tous les parents d'élèves. C'est très bien passé. Tous les parents d'élèves dans la rue. Et oui, les grèves, c'était de mai, juin, juillet. Je le sais bien. Donc oui, il y a un problème avec ça. C'est la ministre de l'Éducation nationale qui envoie un tweet pour envoyer une bombe qui s'est passée de 3 à 18 ans. C'est pas rien. On est de 6 à 16. On ne peut pas comme ça. Ah oui, mais c'est un sujet sérieux. Notre école est l'une des plus inégalitaires de l'OCDE. Il faut bien prendre des mesures. On est d'accord sur le diagnostic. Le problème de la forme. On peut être d'accord sur le diagnostic. Le décrochage, de dire qu'il y a 100 000 enfants, élèves qui sortent du système éducatif sans aucun diplôme, on est d'accord. Aujourd'hui, un fils d'ouvrier sera ouvrier, qu'un fils de cadre sera cadre. Je sais très bien, le déterminisme social, c'est un gros problème. Évidemment que l'école républicaine doit être le garant de l'égalité des chances.
Bien sûr, mais ce que l'égalité des chances, disait Sonia Mabrouk, c'est que l'égalité des chances, c'est bon pour le casino. L'égalité, c'est l'égalité. On ne peut pas envoyer un tweet comme ça pour une réforme. On l'a compris. Sophia Bari et Gaëtan Dussé, le bilan de ce quinquennat sur l'école est très attaqué par la droite. Quel est votre avis plus personnel si vous deviez résumer l'empreinte, la marque de ce quinquennat sur l'école? Sur l'école, déjà, un chiffre qui doit, je pense, tous nous alarmer, c'est que chaque année, comme tu le rappelais, il y a 150 000 jeunes qui n'ont pas acquis les savoirs fondamentaux et qui quittent l'école. Dans 10 ans, c'est 1,5 million de personnes. C'est quand même 20% de chaque génération. Donc dire que Najat Vallaud-Belkacem a atteint ses objectifs et qu'en augmentant la durée de temps de présence à l'école et en disant que voilà, un enfant ne pourra aller à l'école que jusqu'à 18 ans, enfin il sera obligé en l'occurrence d'aller à l'école jusqu'à 18 ans, même s'il a un CEP, un BEP, je crois pas qu'on aille dans le beau sens. À un moment donné, effectivement, tu le rappelais à juste titre, c'est pas l'école ou le collège qui est l'unique, c'est l'enfant. Il y a des enfants qui entrent à l'école, qui savent déjà lire et écrire, et d'autres qui ont cumulé un certain nombre de difficultés. Donc il faut individualiser aussi toutes ces scolarités. C'est le chemin qu'on a entrepris avec la réforme du collège. Il n'y a pas encore des résultats. Et les résultats s'intéressent aussi un petit peu. Dès la rentrée, la réforme du collège, je ne peux pas demander des résultats. Pour la question de l'alternance. En tout cas, vous avez supprimé 80 000 il faut postes, on a apprendre créé cette 60 000. question de manière globale. Non, mais il faut aussi. Mais c'est pas une question de poste, c'est pas une question de temps. À un moment donné, il faut 35, c'est pareil qu'une classe à 20. Non, la question n'est pas simplement là. À un moment donné aussi, il faut se demander s'il n'y a pas de l'alternance à revaloriser. Je pense que ces parcours-là, il faut davantage aussi les appuyer. Il y a quand même 7 jeunes sur 10 qui, une fois un CEP ou un BEP obtenu, trouvent un emploi. Et l'école aussi, ça permet de trouver un emploi et de se réinsérer de la bonne manière. Et enfin, sur cette question-là, je crois que l'école ici doit permettre de transmettre les valeurs de la communauté nationale. Il faut y réintroduire des symboles républicains. Il faut qu'on y apprenne l'histoire de notre pays. Je ne dis pas un programme très élaboré et très précis, mais en tout cas... On apprend l'histoire à l'école. Enfin, moi, quand j'y suis allé, on l'apprenait il n'y a pas très longtemps. On apprend l'histoire peut-être à l'école, certainement, mais si tu veux réintroduire le drapeau, apprendre aux enfants quelle est l'histoire de la France, réintroduire l'apprentissage de la Marseillaise, je crois que tout ça irait dans le bon sens. Et ça permettrait aux enfants de se sentir appartenir à la situation. C'est vrai que chanter la Marseillaise, ça apprend l'égalité. Gaëtan Dussé sur ces propositions. Non, mais il est certain que si on pouvait éviter d'enseigner à nos enfants la repentance à tout va et plutôt de glorifier un peu l'histoire de la nation, ça ne ferait pas de mal. Maintenant, pourquoi c'est insultant de vouloir glorifier sa nation? C'est des choses en Algérie, c'était une guerre, et oui, je pense que s'il n'y a pas honoré, c'est pas de la repentance. C'est le débat des jeunes socialistes, c'est d'essayer de... Je sais qu'à l'extrême droite, on aime bien nier l'histoire, mais quand même, l'histoire, c'est l'histoire. S'il vous plaît. On n'y arrivera jamais avec Benjamin. Non, tout simplement, je crois qu'il y a énormément de choses à faire déjà, c'est d'éviter de tomber dans le pédagogisme à tout va, de tomber dans l'idéologie, le dogmatisme. Je pense qu'il faut être extrêmement pragmatique quand il s'agit de l'éducation de nos enfants, et notamment de chercher à instruire plutôt qu'à éduquer. Ça, c'est le rôle de l'école. Ça, c'est le rôle de l'école. Ça t'amuse, franchement, c'est minable. En tout cas, pour revenir à une question même plus mon sérieuse, grand-père dit plus ça. Ce qui est sûr, c'est que l'école est au cœur de la campagne, et sur ce sujet, c'est une bonne nouvelle. Bien sûr. D'ailleurs, à ce sujet, chacun de vos candidats ou futurs candidats d'ailleurs, à ce sujet, cet après-midi, pendant que les autres partis politiques étaient en train de faire des guerres intestines pour les appeler primaires, eh bien, nous travaillons, parce qu'il y avait la première convention présidentielle de Marine Le Pen sur justement la question du redressement de l'école de la République. Justement, sur la pédagogie, je pense que justement, on a touché à beaucoup dans ce quinquennat, notamment sur les structures. Maintenant, il faut s'attaquer à ce qui se passe dans la classe, et notamment en finir avec une façon très magistrale, avec les notes qui fonctionnent, avec les devoirs à la maison. C'est aux Français de choisir quel sera le prochain quinquennat et donc la prochaine école qui sera proposée par vos différents candidats et partis. Merci beaucoup pour ce débat et vos analyses. La suite de votre émission, tout autre sujet, avec ce constat. À présent, le fait religieux en entreprise progresse de manière significative. C'est la tendance confirmée par une étude annuelle. Alors, comment les responsables gèrent-ils cela, en particulier en ce qui concerne l'islam? Le règlement intérieur à l'entreprise suffit-il? C'est le thème du match des idées qui opposera Gilbert à Bergel. C'est le vice-président du comité Laïcité et République à Sophie Gérardi, directrice du Centre d'études du fait religieux. Et c'est juste après une courte pause. À tout de suite. Une litanie de candidatures qui s'enchaînent ces temps-ci à un rythme inédit. Alors entre les candidats à la primaire et ceux qui les enjambent pour viser directement la présidentielle, le sens de cette rencontre entre un homme et un peuple est-il en train de changer? Et comment se rendre légitime en tant que candidat? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, ceux qui défient les règles des partis et des sondages. Déshabillons-les, samedi à 15h sur Public Sénat. À l'image
L'image du clown chocolat incarné par Omar Sy au cinéma, l'histoire des Noirs au théâtre sur petit et grand écran est une succession de soubresauts, de lutte contre les clichés et l'imagerie coloniale. Que dire aujourd'hui? La représentation des Noirs et plus largement des minorités a-t-elle changé? Faut-il encore colorer nos écrans de cinéma, de télévision et nos scènes de théâtre? Et si oui, comment? On en débat dans Un Monde en Doc, votre rendez-vous documentaire sur Public Sénat. Un Monde en Doc, samedi à 22h sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant en direct sur Public Sénat. On va plus loin ce soir sur ce constat. Le fait religieux est de plus en plus présent dans la vie des entreprises. C'est le résultat d'une étude annuelle. Les questions liées à la place des religions, à celle de l'islam en particulier, sont sensibles. Alors que penser de ce genre d'études et comment faire face à ce résultat? On va en parler avec nos invités ce soir. Gilbert Abergel, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, premier vice-président du comité Laïcité et République, ancien maître du Grand Orient. Merci de nous accompagner. Face à vous, Sophie Gherardi, bonsoir. Vous êtes la directrice du Centre d'études du fait religieux contemporain et vous êtes à l'origine du site internet faitreligieux.com. Alors, monsieur, madame, avant d'aborder notre débat, je vous propose de revenir sur cette étude annuelle réalisée conjointement par l'Institut Randstad, spécialiste des ressources humaines, et l'Observatoire du fait religieux en entreprise. Ses principaux enseignements avec Cécile Sixou. Un collègue qui porte une croix ou un voile, un autre qui ne mange pas de porc à la cantine de l'entreprise. La religion s'immisce de plus en plus dans le monde du travail. Cette année, 65% des salariés ont été témoins de faits religieux sur leur lieu de travail. Un chiffre en forte progression car il n'était que 50% l'an dernier. Selon Laurent Maurestin, secrétaire général du groupe Randstad, ce phénomène est dû à une implication plus personnelle des salariés dans l'entreprise. Ce que je suis à l'extérieur de l'entreprise, je le suis également dans mon entreprise. Donc je peux être passionné de baseball ou de je ne sais quoi et avoir également une pratique religieuse, une croyance, une foi qui fait que je porte un petit signe en référence à cette foi. En 2016, parmi les faits religieux les plus observés, le port d'un signe religieux à 21%, viennent ensuite les demandes d'absence et l'aménagement des temps de travail. Les situations conflictuelles comme le refus de travailler avec une femme ou le refus de réaliser certaines tâches restent marginales selon l'étude. Les managers, quant à eux, disent intervenir de plus en plus, même si d'une manière générale, ça ne perturbe pas le fonctionnement de l'entreprise. Une grande majorité de ces répondants, 45%, 50%, disent qu'il n'y a pas d'impact dans la relation de travail. Et d'ailleurs, non seulement il n'y a pas d'impact, mais en plus, à 90%, ils considèrent qu'il n'y a pas de gêne à ce que les uns et les autres expriment, sous une forme ou sous une autre, leur appartenance religieuse. Pas de gêne. Si les personnes interrogées sont pour une relative ouverture, visiblement, elles ne souhaitent pas la mise en place de nouveaux dispositifs. Voilà pour les détails de cette étude. Première question peut-être, est-ce que ce genre d'étude en ce moment, Gilbert Abergel, c'est jamais anodin en ce moment, à quelques mois de la présidentielle, sur l'opportunité de cette étude, est-ce que c'est nécessaire comme indicateur sur la progression du fait religieux au sein de l'entreprise? Est-ce qu'on en a besoin? Oui, bien sûr, vous l'avez signalé, c'est la quatrième vague de cette étude, et on observe effectivement que les résultats sont relativement stables, quoique en légère augmentation en ce qui concerne donc les faits religieux en entreprise. Ce qu'on constate aussi, c'est une grande stabilité du nombre de salariés en entreprise qui souhaitent que le fait religieux reste à l'extérieur de l'entreprise, à plus de 95%, je crois. Donc oui, ça ne fait que confirmer. Par ailleurs, au-delà de cette étude, qui est une étude statistique, il y a quand même un certain nombre d'événements qui surviennent, ça et là, qui à la RATP, qui ailleurs, et qui démontrent que de plus en plus, ce fait religieux peut poser problème au sein d'une organisation de travail. C'est votre avis, c'est votre constat, Sophie Gherardi, ça pose problème? Est-ce que vous êtes, non pas saisi, mais est-ce que des entreprises se tournent vers vous, vers votre expertise sur ce sujet? Oui, il n'y a pas que des problèmes, mais il y a certains problèmes. Il y a ça dépend beaucoup de la culture d'entreprise en réalité. Il y a des entreprises qui ont décidé que ça leur posait aucun problème particulier, j'en connais. Et qui peuvent embaucher une jeune femme qui porte un voile et que pas lui poser la question, ne pas la promouvoir comme les autres. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune impossibilité de le faire. Mais en réalité, c'est vrai que
dans un pays qui est assez spontanément laïque, et là je ne parle pas de la laïcité telle qu'on la lit dans les textes juridiques, mais de ce que j'appelle moi un habitus laïque, c'est-à-dire une façon de penser que la religion, au fond, il y a des lieux et des moments pour ça. Et ça, c'est quand même très largement partagé dans le pays, quelle que soit l'origine des gens. Bon, alors, ça heurte certains de voir une affirmation religieuse plus grande. Mais ce n'est pas non plus obligé d'être heurté. Vous voyez, il y a des gens que ça ne heurte pas. Oui. Moi, je crois qu'il faut insister sur le fait qu'il y a un certain nombre de situations où les employeurs sont laissés face à des conflits qui peuvent survenir et que, en fait, la statistique ne dit pas tout. Et effectivement, on peut dire que dans X% des cas, ça ne pose pas de problème, mais les situations dans lesquelles ça pose problème, ça pose de réels problèmes. Lorsque, par exemple, alors on a souvent cité l'exemple d'un homme qui refuse de serrer la main d'une femme, de demandes exagérées d'aménagement du temps de travail pour cause religieuse, c'est un nouvel élément qui entre dans la vie de l'entreprise. L'entreprise, normalement, elle est préservée de tout cela, et tout le monde souhaite que ça reste ainsi, mais du fait, je crois aussi, il faut le signaler, de cette offensive salafiste, il y a un certain nombre de demandes qui ne sont pas dénuées d'arrière-pensée aujourd'hui. Alors, on va s'arrêter sur ce point, Sophie Guerli. Je voudrais vous entendre précisément, parce que ce que vous dites, Gilbert Abergel, c'est qu'il ne faut pas d'accommodement. Il ne faut pas, justement, alors entre guillemets, baisser la garde et s'accommoder de certaines choses dans le cadre professionnel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où il y a des lois dans ce pays et ces lois sont très protectrices de la liberté individuelle et des libertés fondamentales, parmi lesquelles la liberté de croire, de ne pas croire et de manifester ses croyances religieuses notamment. Donc voilà, il y a des lois, les entreprises ne sont pas en dehors de la société, les entreprises privées, je précise, parce que bien sûr, dans le cadre des services publics s'applique. Mais donc, voilà, il y a des lois, et ces lois, il y a des raisons pour lesquelles elles ont été adoptées. Mais pour vous, donc, la liberté individuelle, la liberté religieuse est au-dessus du règlement intérieur de l'entreprise. C'est-à-dire que si un manager ou un responsable fait face à une situation particulière, il doit d'abord promouvoir la liberté du salarié ? Enfin non, parce que quelqu'un qui perturbe la vie de l'entreprise, il va à l'encontre de l'intérêt du groupe constitué, qui est l'entreprise, dont le but est commercial. Enfin voilà, il n'y a absolument là-dessus aucun doute à avoir. Si quelqu'un a un comportement qui trouble la vie des équipes et qui trouble la vie de l'entreprise, voilà, il y a quelque chose qui doit être sanctionné. Mais dit comme ça semble clair, Gilbert Abergel. Pourquoi alors des managers ou des responsables semblent avoir des difficultés Le Code du travail, ancienne version, avant la promulgation de la dernière loi travail, qui a changé sur ce point-là, précisait bien que, effectivement, liberté religieuse, respect, mais tant que ça ne dérange pas la marge de l'entreprise. Dès lors qu'il y a des questions de sécurité qui se posent, dès lors qu'il y a des questions qui affectent l'efficacité de l'entreprise qui se posent, le chef d'entreprise est en droit de limiter l'expression. Le prosélytisme est aussi interdit. Et je crois savoir je pense que c'est même sûr, il nous reste à voir les décrets d'application, que la loi travail de Mme El Khomri précise sur ce point que les règlements intérieurs désormais seront opposables. Donc dans le contrat de travail. Et par ce règlement intérieur, on peut non pas interdire l'affirmation d'une appartenance religieuse, mais en tout cas limiter ses effets et refuser le prosélytisme. On a eu des cas quand même, on a eu des situations auxquelles, par exemple, ont parfaitement répondu la société Paprec, qui a donc son fameux règlement intérieur et qui a suscité l'accord de l'ensemble des salariés. Que s'est-il passé précisément ? C'est simplement un règlement intérieur, c'est une charte qui a été signée, qui a été voulue et signée par l'ensemble des salariés, bien sûr toutes confessions confondues, et qui aujourd'hui a fait disparaître tous les problèmes qui pouvaient se poser. Sophie Guerli, pardon, est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie sur ce débat, sur cette étude appelée faits religieux ? On voit bien qu'elle pointe en priorité une religion, une confession, qui est l'islam ? Non, enfin, je connais très bien les gens qui font cette étude, ils ne pointent personne. Il constate que constate-t-il ? Je ne dis pas qu'il dénonce, je dis qu'il met en avant plus de difficultés avec une religion plutôt qu'une autre. En France métropolitaine, ça serait peut-être
effectivement plutôt des questions qui ont trait à la pratique d'un islam rigoriste, mais c'est pas partout pareil. Ça peut être ailleurs, je sais pas, à La Réunion ou en Polynésie, dont parlait Lionel Honoré, l'auteur de l'enquête, des questions avec les adventistes, par exemple, voilà, qui ne mangent pas de porc. Et qui font le Shabbat aussi. Bon, enfin, ce que je veux dire, que majoritairement, c'est l'islam, mais l'enquête n'est pas du tout faite pour pointer l'islam en particulier. Alors, moi, je tiens à redire une chose sur le règlement intérieur. Jusqu'à présent, les règlements intérieurs ne pouvaient parler que d'hygiène, de sécurité et de discipline. Et pourquoi ne pouvait-on pas mettre dans le règlement intérieur l'interdiction de manifestations religieuses? Parce qu'on ne peut pas avoir un droit privé, finalement, qui soit au-dessus d'une liberté publique. Mais la loi El Khomri, la loi travail, a apporté une petite inflexion, mais moi que je trouve bien faite, en fait, assez bien conçue, qui n'oblige pas, mais qui permet d'inscrire dans le règlement intérieur la possibilité soit de neutralité, alors on ne parle pas de religion, neutralité, ce qui veut dire que peut-être la neutralité peut être poussée un peu plus loin que simplement sur les questions religieuses, et aussi de restreindre, toujours de façon limitée, les manifestations quand ça heurte d'autres droits. Mais si c'est suffisant, pourquoi le gouvernement a-t-il besoin de publier une sorte de guide, des bonnes pratiques qu'il va mettre à disposition des entreprises? Alors là, je vous réponds, excusez-moi, c'est très simple, parce que si vous avez dans votre règlement intérieur, l'entreprise est neutre ou souhaite l'être, quelqu'un vient vous demander un congé pour fête religieuse, que vous ayez ou que vous n'ayez pas le règlement neutre, il faudra lui répondre. Si quelqu'un veut des menus diversifiés à la cantine, c'est la même chose. Donc si j'ai bien compris, pour résumer, vous allez me dire si c'est le cas, Gilbert Abergel, et si vous êtes d'accord avec ça, l'employeur ne peut pas interdire à un salarié d'exprimer sa religion, sa confession, mais peut restreindre ce droit d'expression religieuse s'il entrave le bon fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire il faut prouver cela. C'est ce que dit la loi. C'est ça, tout simplement. Moi, je souhaiterais quand même replacer cette question du fait religieux en entreprise dans la question de la laïcité telle qu'elle se pose aujourd'hui dans notre pays. Vous avez effectivement le fait religieux en entreprise, vous avez un certain nombre de manifestations dans les hôpitaux, dans les écoles, partout ailleurs. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de prendre ce problème-là en considérant que c'est le seul endroit de notre société où la laïcité de notre République est remise en cause. C'est un territoire attaqué comme d'autres territoires. Et je pense que, en l'occurrence, l'islam salafiste développe ses offensives sur ce territoire comme il le fait ailleurs. La pratique salafiste, oui. Oui. Sophie Guégardi, sur ce point? Alors, c'est là que nous allons un peu diverger. Parce que... Beaucoup, je le sens. Oui, je le vois. Oui. Non, peut-être parce que je pense que la laïcité est vraiment une valeur très largement partagée dans ce pays. On est à plus de 82-85% de Français qui s'estiment laïques et qui pensent que la laïcité doit être défendue. Très bien. Le problème, c'est que si une partie de notre jeunesse sent que la laïcité est au fond une machine de guerre contre eux, qu'aurons-nous gagné? Si ce trésor commun est rejeté par des gens parce qu'ils estiment qu'en fait ce trésor a été détourné pour les stigmatiser, alors qu'aurons-nous gagné? Là, vous avez deux visions différentes. Vous appréhendez très différemment la problématique. Absolument. D'abord, je ne pense pas qu'une partie importante de notre jeunesse considère que le respect strict de la laïcité, sans adjectif, quel qu'il soit une machine de guerre contre eux. Je crois, moi, ce que je crains aujourd'hui, c'est que on assiste, ce faisant, à une communautarisation rampante qui se manifeste un petit peu partout et qui fait que... Vous faites référence à l'étude récemment de l'Institut Montaigne, absolument, qui a dressé, selon elle, un portrait des musulmans de France, avec toujours ce chiffre qu'on a mis en exergue des 28% radicalisés, oui. Voilà, en partie. Puis il suffit de se promener... Rigoriste. Oui, c'est ça. Radicaliste. Oui, rigoriste. Quelle est la nuance pour vous? Ou autoritaire. Enfin, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'ils sont radicalisés, c'est-à-dire qu'ils sont susceptibles de partir vers des... Non. C'est-à-dire une forme radicale de leur religion. Oui, rigoriste. Rigoriste ou autoritaire.
c'est ce que dit l'étude. Oui, du coup, je ne sais plus où j'en étais. Et vous parliez de cette... Pour vous, c'est une percée de l'idéologie dans l'entreprise. Voilà, là, on est parti sur un terrain qui est beaucoup plus quand même... qui pourrait constituer peut-être une menace. Vous allez réagir sur ce sujet. On n'est plus dans un cadre tout à fait... régulier, quotidien de la vie d'une entreprise. À force de céder sur un certain nombre de terrains, de dire oui, c'est pas si grave, cherchons... on finit par glissements successifs à finalement renoncer à la laïcité et à arriver à un régime fait de petits accommodements où le communautarisme va progressivement prendre la place de notre organisation sociale républicaine et où finalement le modèle républicain, on n'aura plus qu'à aller pleurer dessus. Là, vous décrivez quelque chose qui est assez inquiétant, alors que Sophie Gherardi, vous disiez au départ qu'il n'y a pas tant de problèmes que cela quand on voit l'étude. Alors, comment ça se fait qu'il y ait des visions si divergentes? Mais la question est peut-être pas posée exactement comme il faudrait. La laïcité, on peut lui trouver des définitions et elles sont, pour l'essentiel, protectrices des libertés individuelles. La laïcité n'est pas un corset, enfin, ni un carcan. Donc, pourquoi est-ce qu'on estime que si nos modes de vie changent un peu, en quoi est-ce que la laïcité, qui est le fait que les religions n'impactent pas l'État et que l'État soit religieusement neutre, parce qu'essentiellement c'est ça, je ne vois pas pourquoi la société... Sur ce sujet, on peut comprendre, mais Sophie Gherardi, je vais porter un petit peu le fer dans la plaie. Ce dont parle Gilbert Abergel, c'est une percée de l'idéologie. C'est-à-dire qu'on parle vraiment là de comportement... On ne parle pas d'un comportement religieux tout à fait classique, on ne parle pas d'une demande pour une fête religieuse. On parle peut-être de certains cas qu'on a vu se développer à la RATP et qui ont inquiété les Français. On parle de comportements plutôt déviants. Mais alors là-dessus, on est alors là parfaitement d'accord. C'est-à-dire que quand des comportements sont déviants, manifestement insupportables, eh ben, ils doivent être sanctionnés, puis c'est tout. Quand j'ai entendu parler aujourd'hui même d'un cas quand même assez extravagant de personnes, enfin d'hommes qui n'ont pas voulu s'asseoir dans une salle de réunion parce que des femmes s'y étaient assises avant eux. Bon, c'est vrai que ça secoue un peu quoi quand on entend parler de ça, mais en même temps c'est assez simple. On convoque ces personnes et on leur dit « Pourquoi ne voulez-vous pas vous asseoir à la place des femmes ?» Et s'ils disent parce que les femmes sont impures, eh ben dans ce cas-là, on leur dit au revoir, monsieur. Parce que dans ce cas-là, c'est insultant et c'est discriminatoire. Donc pour vous, le cadre légal, le cadre existe, et de règlement intérieur, Gilbert. Je crois que, alors d'abord sur la définition de la laïcité, vous disiez protectrice des libertés, oui, mais avant tout, en premier terme, je dirais non-intrusion du religieux dans la sphère publique. Hein, mais vraiment rien. Pas de... Étatique. Étatique. Et à ce niveau-là, ce n'est pas du tout la conception qu'ont ceux qui cherchent aujourd'hui à déstabiliser la laïcité. Alors, par ailleurs, l'exemple que vous preniez, effectivement, on en riait il y a quelque temps, hein, des hommes qui refusaient de s'asseoir. Aujourd'hui, on s'en inquiète. Parce que ce n'est qu'un petit symptôme, et on en trouve d'autres ailleurs, dans d'autres domaines de la vie publique, où manifestement, ça et là, ça se multiplie, et c'est là que, sans vouloir faire d'alarmisme, je suis inquiet. Et vous ne... Oui, allez-y. C'est-à-dire, je ne vois pas pourquoi on serait si inquiet si la laïcité et la République ne sont pas des petites choses fragiles. Ce sont des institutions et des modes d'être ensemble qui existent depuis de nombreuses décennies. Ce qui inquiète peut-être Gilbert Abergel, c'est qu'il y a des petits coups de boutoir au sein de l'entreprise, et vous estimez que nos piliers sont assez solides. Il n'y a pas qu'au sein de l'entreprise. Il y a un certain nombre, alors là encore, on va dire que je stigmatise, mais c'est un état de fait, un certain nombre de banlieues autour de Paris, dans lesquels vous ne pouvez pas vous promener ou entrer dans certains magasins si vous êtes une femme, si vous n'êtes pas voilée, et on vous interdit l'entrée. Il y a aujourd'hui des pratiques, je l'ai vu, enfin, ayant participé à un débat justement sur ces questions-là dans la ville de Saint-Denis, hein, nommons-la, un participant m'a invité à me promener ensuite et à essayer de rentrer dans les boutiques. On l'a vu, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des territoires entiers de la République qui sont inquiétants. Et ce disant, on touche là la difficulté que nous avons à gérer cette question-là. Parce que s'empare de ces exemples-là un certain nombre d'idéologies ouvertement racistes,
xénophobes et qui utilisent ces situations-là comme levier de la haine. Or, ce n'est pas du tout cela. Vous ramenez une seconde au domaine de l'entreprise et de l'administration publique, puisque c'est un internaute, Jérémy, qui vous dit travaillant dans la fonction publique, je peux vous le dire, aujourd'hui, c'est un grand débat également dans la fonction publique. Là, on quitte le privé, alors que les choses, théoriquement, sont beaucoup plus claires. Oui, vous ne relevez pas de... C'est un débat, sans doute, si les fonctionnaires ne sont pas non plus réputés n'avoir aucune opinion et aucune croyance. Ils en ont, je suppose, comme tout le monde. Mais ils ne sont pas censés les afficher, parce que l'État, ils sont le visage de l'État, et l'État est neutre. Voilà. Donc je ne vois pas tellement quel est le débat. Mais on me dit, mais je ne suis pas allée récemment dans un hôpital, que dans des hôpitaux, on me citait la Seine-Saint-Denis, beaucoup de femmes viennent travailler avec le voile. Ben, moi, ça me choque. Sur la définition de la laïcité, pour conclure sur ce sujet, vous allez peut-être vous rejoindre. Quelle définition vous donnez à la laïcité? Parce que souvent, on lui attribue plusieurs nuances. Est-ce que pour vous, c'est une laïcité, j'allais dire, très stricte, hein? Je rappelle que vous avez été ancien maître du Grand Orient, donc c'est votre colonne vertébrale, hein, oui. La défense d'une laïcité parfois très... Elle n'est pas stricte, elle est. La laïcité, c'est simple, c'est la séparation. On ne peut pas la qualifier pour vous, c'est la laïcité, point. On ne la qualifie pas, c'est très simple. Dès lors qu'on veut la qualifier, on en réduit la portée, et puis ça laisse la porte ouverte à toute une série de perversions du concept. Même question, Sophie Gherardi. Si vous me permettez, je rappellerai un débat qui a eu lieu en 1905, au moment du vote de la loi, parce qu'un député de la Drôme, je crois, voulait qu'on interdise la soutane. Et il y a un magnifique texte d'Aristide Briand qui répond à ce député en lui disant, d'abord, nous risquerions de sombrer dans le ridicule, et ensuite, la soutane serait très vite et immédiatement sans doute remplacée par un autre signe distinctif qui fait qu'il faudrait interdire cet autre signe distinctif, et ainsi de suite. Je crains qu'il n'en aille ainsi dans notre focalisation sur, au fond, des choses qui sont que des signes. Et les comportements, c'est différent. Oui, ce qui est vrai, c'est que cette étude intervient, je l'ai précisé, il y a quelques mois de la présidentielle. Gilbert Albergel, c'est un sujet politique et donc de polémique. C'est toujours très délicat d'en parler. Et on le voit, on a essayé de le faire en tous les cas avec de la profondeur ce soir. Mais à ce moment-là de la campagne, c'est toujours délicat. C'est toujours délicat. Et puis moi, si vous voulez, ça m'agace un peu d'entendre des convictions laïques affirmées par un homme qui a, il y a quelque temps, prétendu que le curé était mieux placé que l'instituteur pour... Parler de Nicolas Sarkozy. Absolument. Pour l'éducation morale des enfants. De voir qu'un parti d'extrême droite comme le Front National, qui fait de la haine quotidienne son pain, enfin, aujourd'hui se prétend être laïque. C'est pour ça qu'effectivement, aujourd'hui, notre tâche est difficile, mais la situation dans laquelle nous sommes arrivés, c'est l'aboutissement d'une trentaine d'années de renoncement et d'aveuglement. Si on continue comme ça, effectivement, c'est le communautarisme qui va s'imposer. Je crois qu'il faut simplement que les Républicains se mettent au travail. Et Sophie Gherardi, oui, pour conclure, c'est vrai que ce sujet non pas est pris en otage par les responsables politiques, mais par la campagne elle-même et par son rythme, par son ton, c'est polémique. Faisons attention de ne pas ostraciser une partie de notre société. Sans non plus occulter les problèmes. Sans occulter les problèmes. Il y a des comportements déviants, ces comportements doivent être combattus. Après, les signes. Bon. En tous les cas, c'est forcément un débat de cette campagne. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. La suite de notre émission, dans quelques instants, c'est l'entretien. Et mon invité est un grand professeur à la renommée internationale. C'est à lui et à son équipe que l'on doit la première greffe totale du visage au monde. Laurent Lantieri, tout à l'heure. Mais d'abord, le tour d'horizon de l'actualité politique du jour. Éviter les déclarations à l'emporte-pièce et de jeter de l'huile sur le feu. C'est l'appel de Manuel Valls lors de la conférence des grandes villes. Le Premier ministre enjoint les élus à la sérénité face à la polémique sur la répartition à venir des migrants sur tout le territoire. Alors je compte pleinement, au-delà des débats, des différences sur l'engagement des villes. Et moi je souhaite que mon pays fasse la démonstration qu'il est capable d'accueillir 9000. Je ne parle pas d'1 million, je ne parle pas de 100 000, je ne parle pas de 50 000, 9 000 réfugiés de Calais.
Disqualifié dans la course à la primaire de droite, Hervé Mariton ne déposera pas de recours. Il refuse de perturber le processus électoral, conscient du risque de réveiller de vieilles blessures au sein de son camp. Je ne ferai pas de recours. Il pourrait y avoir des motifs, on peut discuter d'un certain nombre d'interprétations de la règle, mais je ne vais pas aller devant les tribunaux. Notre famille politique a beaucoup souffert de l'affaire Copé-Fillon. Je ne vais pas refaire Copé-Fillon. Je suis respectueux de l'unité de ma famille politique. Territoire. Les grandes villes à la recherche de ressources financières. Face à la baisse des dotations de l'État qui ont chuté de 11 milliards d'euros ces 3 dernières années, les maires réclament une plus grande autonomie fiscale pour compenser ces pertes et avertissent les candidats à la présidentielle. Si demain un autre gouvernement décidait une baisse supplémentaire encore plus forte, il est certain que beaucoup de nos projets que nos concitoyens attendent, ça serait véritablement une catastrophe. Bernard Cazeneuve. L'équipée de 2 policiers belges venus déposer 13 migrants du côté français de la frontière a entraîné un léger incident diplomatique. Aujourd'hui, Bernard Cazeneuve a convoqué l'ambassadeur belge pour réclamer des explications. Entendus par la police française, les 2 policiers ont expliqué les avoir pris en charge pour ne pas les laisser rejoindre de nuit la frontière à pied. Sécurité. Des peines allant de 6 mois de prison avec sursis à 14 mois ferme, le tribunal correctionnel de Grenoble a rendu ses réquisitions dans le procès des violences à Moirans, où la manifestation avait tourné à l'émeute quand l'année dernière, des dizaines de personnes issues de la communauté des gens du voyage avaient bloqué la gare de cette commune de l'Isère et incendié une trentaine de véhicules. Ils réclamaient la sortie temporaire d'un homme incarcéré pour qu'il puisse assister aux obsèques de son frère. Europe. Neelie Kroes dans le tourbillon du Bahamas Leaks. L'ancienne commissaire européenne à la concurrence est épinglée par l'enquête du Consortium international des journalistes d'investigation. Les documents publiés révèlent qu'elle a caché à la Commission des activités financières réalisées dans le paradis fiscal des Bahamas. Un comportement intolérable pour Pierre Moscovici, le commissaire européen aux affaires économiques. Et c'est l'heure à présent de la revue de presse. On va découvrir ensemble les unes de vos quotidiens et quelques hebdos. D'abord, Le Figaro et cette une, mineur, la contagion de la radicalisation islamiste. Selon les informations du Figaro, 1954 mineurs sont signalés comme radicalisés en France. Un chiffre en augmentation de 121% depuis un recensement effectué en janvier dernier. Voilà pour Le Figaro. Ouest France à présent. Sur la présidentielle, et cette question, que feront les centristes? Ils ont coutume de jouer le rôle d'arbitre. Alors pour la présidentielle 2017, les centristes sont plus tiraillés que jamais entre droite et gauche. Libération. Nous, Françaises et musulmanes, avec ces différents portraits de femmes, voilées ou non, croyantes ou pas, à l'heure où leur corps et leur liberté cristallisent le débat public sans que leur voix soit entendue, eh bien Libération est allée à la rencontre de femmes de culture musulmane, de tout âge et de toute classe sociale. On finit avec la croix et décidément l'identité, vrai ou faux débat. Le thème de l'identité française est relancé par la primaire de la droite et la perspective de la présidentielle. Voilà pour la revue de presse. À suivre, c'est l'entretien pour aller plus loin à présent. Et mon invité ce soir est un grand professeur, très grand professeur à la renommée internationale. C'est à lui et à son équipe qu'on doit la première greffe totale du visage au monde, chef du service de chirurgie plastique et reconstructrice à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Laurent Lantiret, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. On va évidemment évoquer tout au long de notre entretien l'actualité médicale liée aux greffes, vos réalisations avec votre équipe. Mais je voulais d'abord avoir votre avis, votre réaction. Nous venons de débattre il y a quelques instants avec mes précédents invités d'un sujet de société, d'actualité, avec la présence de plus en plus importante du fait religieux dans l'entreprise, mais aussi dans les hôpitaux. Je me posais la question, est-ce que déjà vous avez eu affaire à un comportement, ce genre de comportement, à un problème dans ce cadre-là? Oui, c'est exact. C'est des comportements que je vois de plus en plus fréquents. Je me suis fait insulter 2 fois cette année, traité de raciste et même de français. C'est extrêmement désagréable. Quand on dit on va traiter, on ne va pas traiter, c'est extrêmement désagréable. Comportement extrêmement agressif.
J'ai trouvé ça très déplorable. Avant, j'étais à Créteil. Maintenant, je suis à Pompidou, qui est dans le 15e arrondissement. Mais à Créteil, il y a des populations qui viennent de partout. Il y a quelques années, je me souviens très bien d'un grand black qui arrivait. Je lui avais réparé sa jambe. Il arrive avec son accent. Il était tombé d'un ascenseur, il arrive en disant ouais, professeur, merci, vous m'avez traité, respect professeur. C'était sympathique, c'était quelque chose qui allait bien. Aujourd'hui, le sentiment de violence est extrêmement préoccupant. Et puis moi, je pense à ce collègue urgentiste qui s'est fait tabasser à Saint-Denis et qui s'est fait fracturer les 2 poignets. C'est quelque chose qui me paraît absolument inacceptable. La santé des Français, elle passe d'abord et avant tout par le respect des praticiens et le respect du personnel de santé. Est-ce que vous avez un avis arrêté sur la laïcité? Jusqu'où faut-il l'appréhender de manière stricte ou simplement dire la laïcité, tout simplement? Il n'y a pas d'avis strict sur la laïcité. La laïcité, c'est le fait de pouvoir chacun respecter sa religion, mais du moment qu'on ne me l'impose pas. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de communautés qui essayent d'imposer une certaine vision de la laïcité. La laïcité, ça ne m'empêche pas d'écouter les cloches sonner, ça ne m'empêche pas de voir, de parler de religion, ça ne me pose pas de problème. Mais ça ne doit pas m'imposer, d'imposer mon mode de pensée à ma pratique quotidienne. Je vois des gens qui me disent « je ne ferai pas telle chose parce que ça ne correspond pas à ma religion ». Je dis bah, « très bien, dans ce cas-là, je ne vous traite pas ». Soit vous acceptez la manière dont je vous traite, purement scientifique, médicale, la manière dont je le fais, mais si c'est par rapport à votre religion, par exemple un témoin de Jéhovah qui ne veut pas avoir une transfusion sanguine, je dis mais non, moi je ne vous traite pas. Soit vous acceptez, soit vous n'acceptez pas. La laïcité, l'identité sont des thèmes de campagne en ce moment, mais celui qui vous intéresse davantage, c'est quand même la recherche, le progrès, la place de la France dans cette compétition. On en entend beaucoup moins parler. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait pas un candidat, une personnalité qui parle davantage des progrès médicaux, de la recherche, de notre place dans cette compétition? Les candidats, c'est vrai, en parlent peu. Il y en a un qui en parle, c'est François Fillon, que j'ai rencontré et avec qui j'ai dîné. J'ai d'ailleurs à son meeting hier. Quelqu'un qui écoute et qui m'a vraiment convaincu. Assister à un meeting d'un candidat, faut-il y voir c'est pas du tout mon style. Un soutien affiché. C'est pas du tout mon style, mais voilà. Donc j'y suis allé parce que je trouvais qu'il y avait quelqu'un qui écoutait réellement ce qu'on avait à dire. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, on considère vraiment la santé des Français comme étant tout à fait accessoire, alors qu'elle est essentielle, elle fait partie de notre tissu social. Et aujourd'hui, elle est dévoyée. On confond les hôpitaux avec l'aménagement du territoire, on confond ça avec comment distribuer de l'argent public, alors que la santé des Français, c'est quelque chose de précieux. La sécurité sociale, elle est actuellement dévoyée, utilisée à des fins qui ne sont pas ce pourquoi elle est faite. La sécurité sociale, c'est fait pour l'assurance maladie, c'est fait pour la maladie. Aujourd'hui, on distribue pour tout et n'importe quoi. On distribue pour les transports, ça n'a pas de sens. C'est vraiment fait pour soigner les gens. Et une dernière question, pas pour vous faire avouer que vous soutenez un candidat ou un autre, mais est-ce que vous estimez que ce quinquennat, qui est presque celui-ci en tous les cas, terminé à participer, à mettre en avant la recherche médicale, l'inventivité dans ce domaine, ou est-ce qu'on aurait pu faire plus, beaucoup plus? On aurait pu faire beaucoup plus, c'est très clair. Je crois que nous perdons des places dans tous les domaines, nous perdons des places dans le domaine de la santé, et en particulier le domaine de la chirurgie. Il y a quelques années, les gens venaient se former en France de manière très importante. Aujourd'hui, ils viennent se former dans d'autres pays. Ils vont en Allemagne, ils vont au Canada, ils vont aux États-Unis. Ça me paraît absolument évident. Et puis, malheureusement, aujourd'hui, les jeunes chirurgiens qui veulent se former n'ont plus cette fibre parce qu'on leur dit que leur métier, eh bien, ils devront travailler un certain nombre d'heures, qu'ils sont... Moi, je ne suis plus chef de service, je suis responsable médical d'unité, ça ne se présente plus rien. Je dois rapporter à des couches et des couches et des couches de hiérarchie et d'administration. J'avais un de mes jeunes chefs de clinique, je lui dis pourquoi tu ne veux pas faire une carrière hospitalière comme moi et continuer? Il me dit mais monsieur Lantieri, vous qui êtes une star mondiale de la chirurgie plastique, quand je vois toute cette administration, cette bureaucratie auquel vous êtes confrontés, ça ne me fait pas envie de rester à l'hôpital. C'est décourageant. Dans le privé, c'est très décourageant. L'actualité médicale, malheureusement, c'est l'annonce du décès de la première greffée du visage, de manière partielle, qui a relancé le débat, professeur, sur ces greffes spectaculaires. Isabelle Dinoir, qui avait été défigurée par les morsures de son chien, est décédée le 22 avril dernier. Il a fallu 4 mois avant que l'information ne finisse par être révélée. Il y a quelques jours, avec l'accord, bien sûr, de la volonté de ses proches. Ce débat qui est relancé là sur ces greffes et les suites de cette opération, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui remettent en cause cette longue histoire de la greffe? D'abord, il faut qu'ils lisent.
D'abord, il faut qu'ils lisent un petit peu ce qui est publié, parce qu'au moment, beaucoup de gens m'ont posé, et même des journaux médicaux m'ont dit « Mais qu'est-ce que vous en pensez ?» Je dis « Mais lisez, nous venons de publier dans le Lancet, qui est une grande revue scientifique, juste avant qu'on annonce le décès de Madame Dinoir, notre série et nos problèmes et nos complications. Je n'ai jamais dit que ça serait simple. » Et quand on regarde l'histoire des greffes, quand on regarde la première greffe cardiaque par Christian Barnard en 1967, le patient a vécu 18 jours. Et c'est considéré comme une victoire, c'est comme un standard. Les greffes hépatiques, entre 1963 et 1967, tous les patients traités par Tom Starzl, celui qui a vraiment inventé la greffe hépatique, tous ces patients sont morts, certains ne sortant même pas du bloc opératoire. Et aujourd'hui, je ne sais pas que c'est un standard, parce que c'est jamais simple d'avoir une greffe hépatique, c'est quelque chose qui marche. Donc remettre en question, alors que c'est déjà une victoire. Avoir une vision de long terme ? Il faut avoir une vision de long terme. C'est-à-dire que vous considérez que ces décès sont c'est pas le bon mot, mais des aléas qui font malheureusement partie de l'histoire des progrès médicaux ? Mais ces décès, c'est quoi ? Vous allez mourir, je vais mourir. En échange, il y a eu quoi ? Le plus tard possible, dans le meilleur état, j'espère. Mais c'est une finalité. Le métier de médecin est voué à l'échec, le patient finit toujours par mourir. Mais qu'est-ce qu'il fallait apporter à Isabelle Dinoir et à tous ces patients que nous avons traités ? C'est de l'amélioration de la qualité de vie. À quoi ça sert de donner des années à la vie si on ne donne pas de la vie aux années ? Et moi, en tant que chirurgien plasticien, mon métier de tous les jours, c'est donner la qualité de vie. Je reconstruis des seins. Les seins que je reconstruis n'ont pas de fonction. Ils sont là pour que les patientes vivent bien et aient une qualité de vie. Et bien, ce qui a été donné à Isabelle Dinoir, c'est déjà une victoire. C'est 10 ans de qualité de vie. Certes, sa dernière année a été extrêmement pénible. Elle a eu 2 cancers, son greffon n'a plus survécu. Mais pendant 9 ans, elle a eu une vie sociale normale. Elle a pu voir ses enfants, elle a pu voir sa petite fille. Et ça, c'est important. Est-ce qu'il faut préciser, Laurent Lantieri, que les traitements anti-rejet diminuent l'immunité, c'est bien cela, et donc le corps est plus fragile? Oui, le traitement, on va vous mettre un greffon extérieur, quelque chose d'extérieur. Et bien évidemment, vous allez le rejeter. Le corps est fait comme ça, on ne veut pas les agressions extérieures, que ce soit une bactérie, que ce soit un virus. Et là, c'est un organe. Donc il faut vous donner des traitements qui diminuent vos défenses. Et la contrepartie de diminuer vos défenses, c'est que, oui, vous tolérez le greffon qu'on vous a mis en place, mais vous êtes plus sensible aux infections et vous êtes plus sensible au cancer. Ça ne provoque pas les infections, ça ne provoque pas les cancers, mais ce risque est plus important. Ça veut dire quelqu'un qui a un traitement comme ceci ne doit pas fumer, absolument pas, doit faire attention, doit se vacciner régulièrement, doit faire attention dès qu'il se pique, mais ça lui permet de vivre. Et il y a des milliers de patients qui peuvent bénéficier des greffes et qui vivent tout à fait correctement. Et d'avoir un visage. Et donc pour la greffe de face, moi je dis la greffe de face, le visage c'est que l'expression de la personne. Vous avez raison. La greffe de face c'est l'organe anatomique que l'on transplante. Eh bien ça permet effectivement d'avoir une qualité de vie, de pouvoir vivre et de. Certains vous disent quel risque la médecine peut-elle faire courir à des patients avec cette chirurgie qui vise non pas à leur sauver la vie. Ce n'est pas le but, ce n'est pas vital, on est bien d'accord. Mais moi mon métier c'est chirurgien plasticien. C'est pas transplanteur, c'est chirurgien plasticien. Je ne fais que de la qualité de vie. Je ne cherche qu'à ça. Et un traitement médical n'a que 2 fonctions. Soit il allonge la durée de la vie, soit il augmente la qualité de vie. Et à quoi ça sert d'avoir un traitement qui vous donnerait 10 ans de plus si vous ne pouvez pas vivre? Si demain vous êtes paraplégique et qu'on vous dit, pour 1 an de vie, on vous donne 30 ans pendant lesquels vous pouvez remarcher, qu'est-ce que vous choisirez? Je pense que tout le monde dirait, je vais marcher. Et puis avec vos opérations, c'est une forme de nouvelle vie sociale qu'il n'avait plus, parce que sans face, comme vous dites, c'était une condamnation à mort sociale. Oui, c'est une mort sociale de ne plus avoir de visage. Je dirais bien la peu de visage, mais la face est juste ce que nous transplantons pour pouvoir redonner un visage au patient. C'est la même chose pour les greffes de main, c'est la même chose pour toutes ces greffes un petit peu qui ont été très spectaculaires, peut-être trop spectaculaires. C'est-à-dire trop? Est-ce que c'est une forme de mea culpa, parce que ce sont vous les professeurs qui en parlent? Oui, on en parle. Alors, c'est une chose de faire de l'information au grand public et de donner des informations médicales. Ce que je regrette, c'est que beaucoup d'équipes dans le monde ont fait leur cas et puis ont fait ensuite des conférences de presse pour montrer les patients en disant à quel point c'est beau. Le long terme, comment ces patients vont? Qu'est-ce qui se passe au long terme? Ça, c'est important. Évidemment, vous les suivez. Je me souviens du cas de Jérôme Hamon. Oui. C'est bien cela. Il est
Il va bien, je crois qu'il est même en recherche. Oui, là, il a eu quelques complications médicales ces derniers temps, comme beaucoup de ses patients. Pascal, Pascal qui a été le premier greffé en 2007, que j'ai eu au téléphone la semaine dernière, justement, il y a 15 jours, à propos du décès d'Isabelle Dunoir, pour savoir comment il se sentait. Il dit, moi, ça va très bien, c'est une information comme une autre. Nous savons que ce risque était là. Mais dans ma série, il y a des patients qui sont morts. Il y a eu Jean-Philippe, à qui nous avions greffé la face et les 2 mains, qui était aussi une première mondiale, mais nous ne l'avons pas fait pour ça, nous l'avons fait parce que c'était une nécessité médicale, qui a vécu quelques semaines, qui a vu sa face, qui a vu ses mains, et qui est décédé. Et après, j'étais d'une grande tristesse, et j'ai pleuré, parce que je ne pleure pas trop souvent, mais là, j'ai pleuré devant cet échec flagrant. Et c'est Tom Starzl qui m'a écrit « Vous n'avez pas le droit d'arrêter ». Tom Starzl, qui avait fait tous ces greffes hépatiques, m'a dit « Vous n'avez pas le droit d'arrêter ». Et l'autre personne qui m'a dit ça, c'est la mère de Jean-Philippe, qui m'a dit « Arrêtez, ça serait éthiquement condamnable. Vous ne devez pas arrêter, vous devez continuer. » Vous n'avez pas le droit d'arrêter, mais est-ce que vous avez les moyens de continuer? Ça, c'est une autre question, parce que faute de financement, les équipes de transplantation, dit-on, ne peuvent plus pratiquer de greffe. Vous allez me dire si c'est le cas, Laurent Lantieri, on entend dire que parfois, ces greffes se font même à l'étranger. Peut-être en avez-vous effectué une, parce que vous ne pouvez plus le faire en France, avec des patients français. Les patients français, s'ils ne peuvent plus être traités en France, ils iront se tourner ailleurs. Ça, c'est un problème. C'est extrêmement grave, c'est clair. Sur les greffes de visage, on a commencé à me dire qu'il n'y avait plus d'argent, qu'il fallait arrêter. Bien, c'est un programme de recherche, on attend. J'ai terminé ma recherche, j'ai publié. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'arrête là, alors que nous étions les leaders mondiaux et que nous avons ce qu'il faut, ou est-ce que... Quel est le véritable obstacle? Une greffe de face coûte environ 100 000 à 150 000 euros, 2 fois plus que le prix d'une transplantation cardiaque. La vraie raison, le vrai frein, c'est 2 fois plus aujourd'hui. Mais petit à petit, ce prix va diminuer, ce coût va diminuer. Alors, quelle est la vraie raison? Pourquoi autant de freins? J'ai du mal un petit peu à comprendre quelles sont les vraies raisons. Je pense qu'il y a des raisons qui sont éminemment politiques, que ça déplaît de montrer de l'innovation, que dès que vous faites quelque chose qui ne correspond pas au storytelling que l'on vous a dit, que vous n'êtes pas dans le système politique freine l'innovation? Je pense que le système politique aujourd'hui freine l'innovation. On marcherait sur la tête si c'est le cas. Non, mais on marche sur la tête, c'est très clair. Je pense que le système politique, le système que nous avons mis en place, qui a été mis en place dans les hôpitaux, freine toute innovation. Le système où on vous dit il faut faire de l'activité avant tout. Ce que vous faites, la finalité, savoir si vous traitez ou pas, n'a aucune importance. Ce qu'il faut, c'est faire de l'activité. C'est extrêmement destructeur de valeur. On vous dit, c'est l'administration qui va décider ce que vous faites. Aujourd'hui, c'est ma directrice qui va dire non, mais ça rapporte plus, même dans un hôpital public. Et donc, c'est ça qu'il faut faire. Ça coûte trop d'argent. Il faut faire du chiffre. Il faut faire du chiffre dans les hôpitaux. Donc, on dépense de plus en plus d'argent. C'est une espèce de tonneau d'édénaïde que l'on fait. Et on n'a pas vu la finalité à long terme. Et la chose c'est qu'aujourd'hui, personne aujourd'hui ne lit les publications internationales sur ce que nous devrions faire. Il y a des chercheurs qui se sont penchés sur ça et qui ont publié dans des grandes revues médicales, dans le Lancet, qui est la grande revue anglaise, et qui ont publié une investigation, une recherche dans le monde entier sur ce que coûtent les maladies dans les différents pays et le poids de ces maladies en fonction des pays. Bien sûr, le poids des maladies infectieuses est plus important en Afrique. Nous avons plutôt le poids des maladies dégénératives et du cancer. Ces tableaux sont là, ils sont connus. Ils ont été financés par Bill Gates. Bill Gates a financé plusieurs centaines de chercheurs à travers la planète, avec l'University of Washington, à Seattle, pour aller donner ces informations. Et en plus, il y a derrière une volonté claire de pouvoir donner aux décideurs politiques les moyens de savoir où est-ce qu'ils doivent mettre l'argent. Professeur, je vous ai interviewé plusieurs fois dans le passé. C'est la première fois que je sens une pointe, non pas de découragement, un petit peu quand même. Si j'étais découragé, j'aurais quitté ce pays. Vous y avez pensé? J'y ai pensé, j'ai eu des offres, mais vous savez... Je me souviens que le professeur Carpentier a failli partir à de nombreuses reprises. Oui, moi aussi. Vous aussi? Oui, j'ai eu des offres dans différents pays. Ces offres ne me plaisaient pas parce que des circonstances. Et puis, je considère que nous avons potentiellement un pays extraordinaire avec un passé, une culture, un savoir-faire, un territoire, un terroir, une histoire, et que nous devons pouvoir continuer. Ça serait très dommage que la France s'arrête aujourd'hui en 2016-2017 parce que nos hommes politiques depuis 30 ans... Et vous êtes attaché à votre pays, mais beaucoup moins avec le système.
je ne veux pas rappeler l'historique, vous avez eu quelques problèmes. Aujourd'hui, ils sont probablement soldés, mais c'est vrai que vous n'êtes pas ami du système. Non, je ne suis pas ami du système. C'est à vie, apparemment. Non, ça, je ne suis pas ami du système, et pourtant je reste dedans parce que je pense qu'il est plus important d'être dans le système pour se transformer. Vous avez 3 solutions. Soit vous vous pliez. Vous vous pliez et vous courbez les chines et vous attendez que le système passe et vous faites. Beaucoup, malheureusement, de mes collègues font ça et ils se plient. Soit vous fuyez, vous allez ailleurs, vous essayez de faire autre chose. Peut-être que vous aurez une très belle carrière, enfin quelque chose de très bien. Soit vous restez dans le système, vous essayez de le transformer. Je ne sais pas jusqu'à quand j'arriverai à le faire, mais jusqu'à présent, j'ai réussi à transformer des choses. Professeur, si vous aviez là, maintenant, tout le budget dont vous rêviez, que ferez-vous ? D'abord, si c'était que pour moi, déjà, je reprendrais les greffes que j'ai mis en place. Je ferais d'autres choses. Je pense que je développerais plus de services comme celui que j'ai développé à l'hôpital Pompidou pour pouvoir traiter les femmes qui ont eu une mastectomie, à qui on a enlevé un sein. La France est probablement un des pays qui n'a pas, qui est un des derniers en Europe en termes de nombre de femmes reconstruites. Et la première raison, contrairement à ce qu'on voudrait dire, n'est pas une raison d'argent. Parce qu'on nous dit c'est parce qu'il y a des dépassements d'honoraires. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand vous posez la question aux femmes qui ont eu une mastectomie, à qui on a enlevé un sein, elles ne savent pas où, comment elles peuvent être reconstruites. Donc, et ça, c'est un vrai problème. Ce que vous feriez, ce sont des priorités, évidemment. En tout cas, merci pour cet entretien très franc et très direct. Merci, professeur Lantieri. On arrive presque à la fin de cette émission. Comme d'habitude, d'abord, ce sont les moments choisis sur Public Sénat. Les modalités, elles sont très simples. 20 et 27 novembre. Si vous vous sentez proche des familles de la droite et du centre, vous irez dans un bureau de vote, qui n'est pas tout à fait votre bureau de vote habituel, vous adhérerez à la charte des valeurs, c'est-à-dire je suis pour l'alternance et je me reconnais dans ces valeurs, vous donnerez 2 euros, 2 euros, hein, c'est important. Et puis vous voterez. Et à partir du 30 septembre, vous pourrez sur le site de la haute autorité, savoir quel est votre bureau de vote. Vous cliquez l'archer embouillé et vous saurez que j'irai à la salle Patnaud. Il faut détruire, supprimer la jungle de Calais. Et que ceux qui appellent au maintien oublient qu'ils ont signé eux-mêmes les accords du Touquet qui ont créé la jungle de Calais. Donc notre pays est capable d'accueillir 10 000 migrants. Là où en Allemagne on prend 1 million, nous on en prend 10 000 quand même. Et d'ailleurs les maires font déjà, certains maires l'ont fait. Dans mon département, la petite commune, c'est une petite commune, 1500 habitants, de Pouilly-en-Ossois, a accueilli 80 réfugiés. Ça se passe très bien. Simplement, il faut un dialogue et il faut que l'État prenne ses responsabilités financières. C'est ce qu'a dit le Premier ministre. Il y a des gens qui disent qu'il faut tout simplifier radicalement. Il faut donner un revenu de base à tout le monde et puis chacun se débrouille, s'assure pour sa retraite, s'assure pour sa maladie, s'assure pour le chômage. Donc ça, on substitue à la protection sociale l'idée du revenu de base. Donc ça, c'est une révolution sociale. Je ne suis pas sûr que les Français le souhaitent d'ailleurs, parce que je ne suis pas sûr qu'ils souhaitent substituer à ces assurances collectives quelque chose qui leur donne plus de liberté, plus d'autonomie, mais en même temps plus de risques. Moi aussi, je suis très attaché au projet européen qui, pour moi, va très très mal. Et ce qui se passe en Grande-Bretagne ou ce qui se passe dans les pays du Sud avec les plans d'austérité qui leur sont imposés sont pour moi le symbole d'une Europe qui ne fonctionne plus du tout comme elle devrait fonctionner. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Europe, justement, elle devrait, plutôt que d'être tournée vers ses problèmes intérieurs, déjà résoudre ses problèmes intérieurs pour ensuite pouvoir parler d'une voix. Et ce n'est absolument pas le cas. L'Europe qui nous a vendu aujourd'hui est vraiment loin du projet européen que l'on espérait il y a plus d'une vingtaine d'années. Au sud-ouest du Burkina Faso, la mine d'or artisanale de Fandjora. Sur 40 hectares, des milliers d'orpailleurs risquent leur vie à la recherche de quelques grammes d'espoir. Marcel est l'un d'entre eux. Il court après le filon d'or qui le sortira de la misère. Il me dit que l'or, c'est un métal très précieux et que beaucoup de Français en cherchent. On dit que c'est cher là-bas, pourtant ils ne savent pas comment ça s'extrait, comment ça se fait. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on ne pille, ça ne va pas.
On n'a pas des hôpitaux, pas d'école. Je crois qu'ils prennent leur paille pour un animal, un soldat sauvage. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous suivre pour aller plus loin ensemble. Rendez-vous donc dès lundi. Avant cela, demain, vous avez rendez-vous avec Territoire d'Info. Et d'ici là, je vous souhaite une belle et douce soirée en notre compagnie.